Décembre 2021, le marché des crypto-monnaies est instable. Et je te propose 8 stratégies pour en profiter. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crypto Actu. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'état du marché aujourd'hui, donc en tant que décembre 2021. Et surtout, on va regarder 8 stratégies que tu peux utiliser pour profiter de l'état de ce marché à l'heure actuelle. Évidemment, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être on va faire un looping, peut-être on va monter, peut-être on va descendre. Mais en tout cas, ce sont des stratégies qui sont intéressantes à connaître et que tu pourras déployer. Je me suis également amusé, pour une fois dans ma vie, à faire une légende. Mon prof d'histoire ou de géographie, je sais plus, m'aurait félicité. Mais je pense pas qu'il va regarder cette vidéo, du coup c'est dommage. Alors comment ça se passe? Tout simplement, en fonction de la stratégie, il va y avoir une petite légende. Du coup, ça va dépendre du capital que tu as injecté. Par exemple, si tu as du capital bleu, tu vas regarder les stratégies là où il y a du bleu, ça peut être intéressant. Et si tu as un petit peu plus d'argent, tu vas regarder donc en fonction de combien tu es prêt à mettre dans une stratégie, eh bien tu vas pouvoir tout simplement t'amuser et regarder quelle stratégie est la plus adaptée. Encore une fois, c'est arbitraire, hein. Enfin, sauf pour certaines, tu vois, par exemple, n'importe qui peut pas se permettre de s'acheter un Bored Ape Yacht Club, voilà, hein, tu l'imagines bien, mais pour d'autres stratégies, c'est vraiment arbitraire et c'est plutôt moi qui me suis amusé à mettre des chiffres, plutôt que de laisser un truc vide, un truc moche, alors que là, j'ai fait un truc trop stylé avec des couleurs. Pareil, au niveau du risk-reward, c'est aussi totalement arbitraire, ça va dépendre de ce que moi je vois en tant que risk-reward, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Bref, on va commencer tout de suite avec un petit peu l'état du marché, qu'est-ce qui se passe. Spartacus, ça c'est pour après. Du coup, on va regarder le Bitcoin, on va regarder l'Ethereum et on va faire un petit tour sur les autres blockchains qui sont en train d'émerger. Dézoomons un petit peu. Allez, 30 jours, ça me paraît plutôt pas mal. Bon, non, 30 jours, ça me paraît plutôt moche, j'ai rien dit, excuse-moi. Du coup, sur les 30 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? On va même mettre 90 jours, comme ça on a une plus belle vision. Du coup, on est allé taper un sommet vers les 69 000. Ose me dire que c'est pas un troll. Et après, on a même tapé un pic vers le bas à 42 000. Si tu me dis que c'est pas un troll, moi j'y crois pas. C'est impossible que ça se termine comme ça. Totalement impossible. Bref, on est allé taper un pic. Et après, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu pas mal de nouvelles aussi à cause de la société chinoise Evergrande. Il y a eu pas mal de problèmes avec l'inflation. Il y a eu pas mal de problèmes dans le monde un petit peu partout. Et ouais... il s'est passé pas mal de choses. Du coup, le marché n'est pas dans une tendance très très haussière comme tu peux le voir si on dézoome un petit peu. Bon, moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète plus que ça, mais il faut quand même être prêt à voir ce qui peut se passer et il faut quand même voir le pire possible. On pourrait encore descendre, évidemment, bien plus bas. Les 40 000, redescendre en dessous, c'est pas inenvisageable, comment dire. T'as pu voir qu'on a eu des mouvements assez violents, hein. Ça, c'est très très fort, c'est surtout... La réalité là derrière, c'est qu'il y a quand même des gens qui s'amusent, qui ont beaucoup d'argent, qui sont là pour faire des liquidations. Les liquidations, c'est quoi? C'est le truc marrant qui arrive quand t'as pas assez... Quand tu empruntes de l'argent à quelqu'un pour pouvoir le réinvestir, mais que au bout d'un moment en fait le prix se pète tellement la gueule que du coup t'as pas assez d'argent pour rembourser, donc la banque, enfin pas la banque mais l'intermédiaire que tu utilises va obligatoirement vendre ta position, ça entraîne des liquidations à cascade et c'est ça ce qui va faire qu'on a pu se retrouver là par exemple dans cette situation assez critique. Là on est passé d'un Bitcoin à 57 000 vers plutôt un Bitcoin vers 47 000 en l'espace de quelques heures. Très très violent, très très marrant, on apprécie ça, évidemment. Voilà, ça c'est pour ce qui se passe au niveau de Bitcoin. Globalement, on va pas se mentir, les fondamentaux sont toujours là, il s'est absolument rien passé entre il y a 2 mois et maintenant. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne sur Bitcoin Taproot Update, je sais pas si c'est passé ou pas, en tout cas j'en ai pas entendu plus parler que ça. Regardons maintenant Ether. Alors Ether est plutôt fort en ce moment. Ether il garde une super bonne tendance par rapport au Bitcoin, et tu peux regarder sur 90 jours. Les deux courbes, elles ont pas vraiment la même gueule, tu vois. Bitcoin il est à peu près stable. Ether il a une bonne tête de vainqueur quand même, tu vois. Ether, qu'est-ce qu'on a pu voir en ce moment sur Ether? On a surtout pu voir qu'il y avait pas mal de concurrence à Ether qui commençait à se développer. Alors les gens, j'ai l'impression, ils ont enfin ouvert les yeux, ils se sont enfin rendus compte que Cardano, en fait c'était nul. Je suis désolé les gars si vous avez du Cardano, mais moi je l'ai vendu depuis un petit moment. Pour une raison toute simple, en fait Cardano, ça fait rien. Je m'en suis rendu compte un petit peu quand j'ai lu ce que les développeurs ils disaient de Cardano.
Et j'ai vu que les mecs qui commençaient à développer des projets sur Cardano, ils étaient là. Mais en fait, votre truc là, il marche pas, il gère pas bien les transactions, ça fonctionne pas bien, c'est lent, on n'arrive rien à faire dessus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, si les développeurs, les mecs qui sont censés utiliser ça, ils disent que c'est de la merde, ça sent pas bon, tu vois. Et du coup, j'étais parti vers les 2,40, vers les 2,50. Je me suis dit, mec, ça peut pas monter quand tu vois la concurrence qu'il y a à côté, quand tu vois ce qu'on a pu voir avec, par exemple, un super Solana là qui s'est bien débrouillé, le Solana, le Avalanche, le Terra, qui ont pris, d'ailleurs, je regardais, tu sais, moi j'ai encore l'habitude, Solana qui est top 20, un truc comme ça, non, Solana il est top 5 maintenant, ça déconne plus du tout. Un Solana, un Terra ou encore un Avalanche qui se sont extrêmement bien développés et qui eux proposent véritablement des alternatives à Ethereum qui permettent des transactions plus rapides et moins chères en fonction des cas et qui pour ces trois là sont déjà en Proof of Stake. Le Proof of Stake, petit rappel, c'est ce qu'Ethereum essaye de faire et j'espère qu'ils y arriveront. Mais d'un côté, moi je mise qu'ils y arriveront pas, du coup j'espère pas trop qu'ils y arriveront. C'est un détail. Du coup, ouais, on a eu pas mal de concurrence au niveau des blockchains qui sont là pour faire des transactions spéciales, hein, pas juste des transactions basiques, mais pour avoir des NFT, de la finance décentralisée, bref, les blockchains à smart contract qui se sont positionnés très fort. On a également un Crypto.com qui a pété à la hausse. Crypto.com, il avait quasiment rien fait pendant une certaine période, hein. Il se passait absolument rien. Voilà, toute la période là, tu peux dézoomer sur un an, tac. Toute la période là, il s'est absolument rien passé. Et là, d'un seul coup, tac, tac, et ça vient taper des sommets. Pourquoi? Ils ont acheté la Crypto.com Arena maintenant, c'est un truc... je peux même pas dire si c'est une salle de concert, un truc de musique ou quoi. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais en tout cas, ils ont fait ça, ça a fait un gros coup de com', et d'un seul coup, les gens se sont rendus compte. Ah, c'est génial! Et voilà, du coup, ça a bien percé. Et je pense que c'est tout. Pour l'actualité, on va regarder globalement, ouais, globalement c'est ça. Je vais pas m'amuser à te parler de tous les jetons, hein, il y en a beaucoup trop. On est déjà sur quelque chose de plutôt sympathique. 2 secondes, je vérifie bien que ça tourne. Ça tourne, c'est parfait. Du coup, on va pouvoir regarder un petit peu les stratégies. Comme je te l'ai dit, j'ai utilisé des jolies légendes avec des couleurs. Si tu n'aimes pas les couleurs, tu me le dis, la prochaine fois je fais avec des chiffres, ça sera peut-être un petit peu plus parlant. Du coup, on va regarder la première stratégie pour les NFT après ma première gorgée de café. Voilà, c'est bon, je suis parti. Du coup, cette stratégie, c'est quoi? C'est minter des nouveaux projets sur des blockchains émergentes. Alors, comme tu as pu le voir, on a des blockchains qui sont passés d'un top 50 à un top 20. Ces blockchains-là, ça va être celle qu'on a vue tout à l'heure, hein, à l'instant même. Ça va être Terra, ça va être Polkadot qui a pris pas mal de positions aussi. Parce que tout s'est pété la gueule et lui il est resté stable, c'est une autre stratégie. On a vu Avalanche qui a pris pas mal de valeur, on a vu Algorand aussi qui est plutôt sympathique, et il doit y en avoir plein d'autres que j'oublie, Cosmos, Tezos qui a pris pas mal de valeur hier ou avant-hier d'ailleurs, parce qu'on a eu une super annonce de Ubisoft qui développe des NFT sur Tezos, à voir ce que ça donne. On verra bien. Et il y a encore Phantom dans le top 50. Phantom sur lequel Phantom, je mise quand même énormément dessus. Je vais pas te mentir, il y a la majorité de mon portfolio qui est dans l'écosystème Phantom. Grande partie, je crois qu'on est à 80%. Ouais, je suis un dégénéré aussi, faut pas l'oublier. Hein. Du coup aussi, qui développe des NFT sur cette blockchain là. L'intérêt en fait, si tu achètes des NFT sur des plateformes qui sont en train de devenir... C'est un petit peu comme si tu achetais un Bored Ape ou un Punk à l'époque sur Ethereum, quoi. Bon, en termes de value, tu vois, tu vas pas te positionner aussi haut qu'un Punk que t'as acheté il y a 4-5 ans, tu vois, faut pas déconner non plus. Mais par contre, si tu trouves les NFT qui ont de la valeur au niveau des blockchains qui sont pas encore 100% positionnés, je pense à Phantom, à Tezos et tout ça, tout ce que je viens de te dire, eh bien, il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose d'intéressant, tout simplement parce que quand les gens vont commencer à venir sur ces blockchains-là, ils vont regarder les NFT et ils vont faire exactement la même réflexion que toi, là, maintenant, tout de suite, sauf que toi, tu as peut-être 1, 2, 4, 1 an d'avance, et ben... tu auras l'avantage, tout simplement parce que tu auras acheté ton NFT, qui toi tu vois la valeur du NFT là maintenant tout de suite, mais quand tu auras, je sais pas, 15 fois plus d'utilisateurs, j'abuse, quand tu auras 5 fois plus d'utilisateurs sur ta blockchain préférée, bah t'inquiète pas que le prix de ton NFT va monter et va enfler, surtout que les NFT, il n'y en a qu'une quantité finie comparée aux jetons, en général il y en a beaucoup moins, c'est beaucoup plus intéressant et surtout c'est plus visuel. Bref, très bullish sur les NFT des autres blockchains qui peuvent émerger. Encore une fois, c'est un pari à plusieurs niveaux.
dans un sens, tu vas déjà parier que la blockchain sur laquelle tu achètes ton NFT va exploser. C'est évidemment, si tout le monde se barre de la blockchain sur laquelle tu as acheté ton NFT vaut plus rien parce qu'il faut qu'il y ait un autre bonhomme de l'autre côté de l'ordinateur qui soit là. J'aime bien ton NFT là, j'ai envie de te l'acheter. S'il n'y a plus personne de l'autre côté, ça marche forcément pas. Du coup, il faut miser sur des blockchains qui, tu penses, ont de l'avenir. Ou alors, au minimum, vont rester stables. Ou alors, vont réussir à s'accaparer une partie du marché des blockchains à smart contract. Ce qui peut être très intéressant. Ok, une fois qu'on a ça, il faut également parier sur le fait que les NFT, c'est quelque chose qui va continuer de monter. Oui, ça peut être intéressant, oui, ça peut pas être intéressant. En tout cas, si tu investis dans des NFT, le commentaire sera le même pour tous les NFT dans lesquels tu vas investir. Tu vas t'arranger pour ne tout simplement pas avoir simplement des NFT qui sont des profile pictures, si tu vois ce que je veux dire. Si tu as juste un NFT qui est un PFP, donc profile pictures, globalement ton NFT n'a pas de valeur parce qu'il ne sert à rien. Tu vas t'arranger pour avoir des NFT qui génèrent des jetons, tu vas t'arranger pour avoir des NFT qui te permettent d'accéder à des jeux, qui te permettent d'avoir accès à des métaverses, à des avantages, à des choses un petit peu plus spécifiques que simplement des PFP. Voilà donc pour le premier truc. Donc stratégie verte. Verte et bleue, donc pour investir il faut quasiment pas de capital pour investir sur des NFT comme ça. Enfin, quasiment pas de capital, c'est toujours relatif, hein, j'aime pas trop parler de... Il faut du capital, il en faut pas, c'est relatif pour tout le monde. Hein. Du coup j'ai mis code couleur, et risk-reward, on est quand même sur quelque chose de très risqué. J'aurais presque pu mettre des gènes, franchement j'aurais pu mettre dégénéré en termes de risque, ouais. Ouais, j'aurais pu le mettre. Ah oui, en général, les plays, les plays comme ça, là où il faut pas beaucoup d'investissement, en général c'est les plays les plus risqués, on va pas se mentir. Ok. Après, tu peux également faire des trucs plus traditionnels. Hein. Enfin, rien t'empêche de mettre dans le Bitcoin une certaine quantité tous les mois. Et là, tu es quasiment sur quelque chose de pas risqué. Mais c'est une stratégie que je n'ai pas mis dans la review de ce mois-ci. Ça pourrait être intéressant de faire une review comme ça tous les mois. Bref, deuxième stratégie, c'est investir donc dans des NFT qui construisent un métaverse ou des jeux vidéo. Là, je te parle pas de minter des NFT, je te parle directement d'aller sur Ethereum, hein, parce que les plus gros projets là-dessus sont vraiment à ce niveau-là. Du coup, on va aller sur OpenSea et on va regarder. J'ai deux projets à te proposer là-dessus. Sur le précédent, j'ai pas vraiment de projet à te proposer. Mais là-dessus, j'en ai deux. C'est The Doge Pound. Alors, pas les Poopies, mais The Doge Pound, qui a un projet plutôt sympathique. En vrai, j'en ai beaucoup plus à te proposer que ça. Hein. Il y a Voxies, qui est plutôt sympathique. Il y a Voxodeus, qui est plutôt cool. 2 secondes, j'aime beaucoup cette musique, alors je vais la mettre en boucle, voilà. Alors, du coup, il y a Voxodeus, Voxies, The Doge Pound, et à qui d'autre je peux encore penser, il y a Evaverse aussi qui fait quelque chose de plutôt sympathique avec un jeu carrément sur Steam qui est connecté donc à tes avatars. Très très propre ce qu'ils font. Voilà. C'est des avatars en 3D qui sont utilisables directement dans le jeu. Je t'invite également à faire tes recherches, hein, c'est des exemples là maintenant tout de suite. Ça tu vois par exemple, ça c'est un investissement qui va pas te coûter trop cher non plus. Pour 300 $, tu peux rentrer dedans. Par rapport à un Doge Pound, là où tu peux rentrer dedans pour quasiment 8000 $ quoi. C'est pas la même échelle et c'est pour ça ça dépend de ton budget et des projets en fonction de ce sur quoi tu veux te positionner. L'intérêt du Doge Pound, moi ce que je vois beaucoup, c'est surtout qu'ils sont en train de se positionner un petit peu comme un launchpad pour des jeux vidéo et ça m'intéresse énormément. Pour des jeux vidéo dans la crypto, hein, bien évidemment. Du coup, l'objectif final de l'objectif principal de The Doge Pound, ça va véritablement être de générer des jetons en possédant des Doge Pound, et ces jetons-là vont te permettre d'avoir des positions directement donc dans les différents jeux qui vont développer. Bref, ça m'a l'air super intéressant. Ensuite, Voxies. Voxies, comment je t'explique ça ? Tu vois Dofus, ils sont en train d'essayer de recréer ça avec des personnages sous la forme de voxels. Voilà, c'est l'idée la plus simple que j'ai à te montrer. On va pas s'amuser à review le projet, aller sur le site web et tout, hein, c'est pas l'objectif de cette vidéo. C'est juste te montrer des projets qui peuvent être plutôt sympathiques. Ensuite, on a quoi ? Ensuite, on a Voxodeus. Voxodeus, eux, ce sont plutôt des avatars qui seront utilisés directement dans le métaverse. Avatars que je trouve très très sympathiques parce qu'ils ont même un viewer personnalisé. C'est également le même type que Chunk, donc mon projet dans les NFT avec des voxels, chose qui commence quand même à avoir un petit peu de la gueule. Voilà. Coup pour te donner une idée d'à quoi ça ressemble, et l'objectif c'est d'avoir ces personnages là qui sont utilisables dans les différents métaverses, notamment je crois qu'ils ont un partenariat avec The Sandbox, ce qui est plutôt cool. Et on peut également parler évidemment de The Sandbox, sur lequel ça peut être intéressant d'acheter des territoires ou alors au minimum d'acheter quelques NFT. Je pense ouais c'est ça, ouais 3 Ethers
Je sais pas, faudrait regarder la prix, le courbe, le volume tradé et tout ça. Faudrait s'amuser, ouais. Ouais, voilà, tu vois, avec le prix moyen, je pense que ça a pris pas mal de valeur il y a pas longtemps, là. Avec toutes les news, avec Meta qui se balance sur le métaverse et plein de trucs dans le genre. Donc, je pense que ça peut être très très intéressant. Voilà pour cette stratégie-là, donc évidemment, il faut plus de capital. En termes de risque, je pense qu'on est un petit peu moins risqué quand même que la première stratégie, pour une raison toute simple. Ce genre de stratégie-là, finalement, c'est assez évident que les crypto-monnaies vont se tourner vers tout ce qui est métaverse, vers tout ce qui est jeux vidéo. Je pense que c'est quand même assez évident. La troisième stratégie, clairement, on peut la mettre dans le même panier que la deuxième. Hein. C'est quasiment la même chose. Ça va être d'acheter des NFT qui ne sont pas encore établis. C'est-à-dire, c'est des NFT qui n'ont pas encore le statut de blue chip. Donc, qui ne sont pas encore aussi populaires que ce qu'on a pu voir, par exemple, avec Bored Ape Yacht Club ou les punks. Là-dessus, je pense notamment à The Doge Pound. Évidemment, hein, je te le ressors parce que franchement, ce qu'ils font pour moi, ils sont totalement sous-cotés à l'heure actuelle. Ce Doge Pound, et puis après, c'est vraiment le seul projet là que, là maintenant, tout de suite, à l'oreille, que je peux te sortir là-dessus sur Ether. C'est quasiment pareil hein, en termes de risque. J'aurais peut-être dû enlever le point rouge parce que c'est quasiment pareil. Les deux là, c'est quasiment un merge en fait. Hein. C'est des NFT. Pour moi, les prochains NFT qui vont vraiment cartonner, ça va être ceux qui vont se positionner directement en tant que principal launchpad ou autre chose dans le gaming. Franchement, moi j'y vois vraiment un gros avenir dans tout ce qui est NFT et gaming. Du coup, la dernière, celle-ci par contre, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Celle-ci, ça va être tout ce qui est Bored Ape Yacht Club et les punks. Donc c'est des NFT qui sont déjà établis, qui sont déjà considérés comme des blue chips et qui ont un avantage compétitif. Bah, c'est les premiers NFT si tu veux. C'est la figure de proue des NFT si tu veux. Genre si t'as un Bored Ape, bah en fait tu pèses dans le game quoi, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Par contre, là évidemment on est de nouveau, enfin on n'est pas de nouveau mais on est sur des budgets qui sont quand même assez élevés, tu vois. Enfin tout le monde peut pas lâcher 220K comme ça pour acheter un Bored Ape, voilà. Spoiler alerte, c'est pas du tout fait pour tout le monde ce genre d'investissement là. Par contre je pense qu'en termes de risque, on est sur quelque chose qui est quand même acceptable, parce que c'est quand même des blue chips maintenant, et il y a quand même pas mal de monde qui s'intéresse à ça. Du coup, je pense que ça va avoir moins tendance à descendre que ce qu'on peut voir d'autres choses. Et puis, il y a une petite narrative qui est en train de se mettre en place avec les Bored Ape Yacht Club et les punks. Je sais pas si on a les CryptoPunks. Je sais pas si on arrive à les avoir directement sur OpenSea. Je t'avoue, j'ai un doute. Je sais pas si on arrive à avoir directement les échanges, les prix et tout ça, l'activité. Non, hein, parce qu'il se passe rien sur... J'ai pas envie d'aller sur le site de Larva Labs. Franchement, je t'avoue, j'ai la flemme. C'est vraiment ça? Volume, average price. Ouais, on a un average price. Est-ce qu'on a... On n'a pas de floor, hein, non. On peut dire, allez, on a un floor à 70 Ethers. J'exagère, hein, j'en sais absolument rien. Mais on doit avoir un floor à 70 Ethers. Et l'objectif, si tu veux, là maintenant, la prochaine vision que je vois en termes de narrative, c'est que les Bored Ape vont s'arranger pour faire monter le prix et pour essayer de dépasser les CryptoPunks. Franchement, moi, je vois ça comme une narrative plutôt intéressante. Voilà, mon opinion. On est donc sur un capital de dégénéré, hein. On va pas se mentir. Il faut avoir de la thune si tu veux rentrer sur ce pari-là. Hein, on va pas se mentir. Par contre, en termes de risk-reward, je pense vraiment que c'est modéré. Si tu veux, en termes la reward va être importante. Mais le risque est pas si élevé que ça, franchement, je pense. C'est pas si dramatique que ça. Du coup, ça c'était la première partie sur les NFT. Non, on va voir quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus. Hein. Non, en vrai, j'aime beaucoup les deux. C'est juste qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup moins aux NFT et beaucoup plus à la DeFi. La DeFi, qu'est-ce qu'on va voir? La DeFi, déjà, comme tu as pu le voir au niveau des gommettes. Ouais, on va appeler ça des gommettes. J'adore ça comme petit nom. 2 secondes, ma petite tasse de café. Voilà, donc au niveau des gommettes... tu vas voir, c'est un petit peu plus réparti et tu as besoin de moins d'argent pour commencer à investir dans la DeFi que pour acheter dans des NFT. Pour une raison toute simple, un NFT, tu dois payer un prix flat minimum pour le NFT, alors que si tu veux acheter, je sais pas, si tu veux acheter un Bitcoin, hein, on va prendre l'exemple tout con, mais si tu veux acheter un Bitcoin, t'achètes pas un Bitcoin, mais tu vas acheter par exemple 0,01 Bitcoin et du coup tu peux obtenir du Bitcoin. Le Bored Ape, tu vois, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a des technologies qui sont en train de se développer pour pouvoir avoir des fractions de Bored Ape par exemple, et investir donc dans l'index Bored Ape. Bref, c'est des techs qui sont en train de se développer, je suis pas 100% à jour là-dessus non plus, alors je vais pas trop t'en parler aujourd'hui. Donc les stratégies pour la DeFi, ça va être de farmer, hein.
On va pas se mentir, il n'y a pas 50 000 choses. Ça va être de farmer des trucs très classiques dans la DeFi. Je pense notamment donc ici à PancakeSwap, Trader Joe et SpookySwap. On se retrouve de nouveau donc pour faire du farming sur des plateformes qui sont émergentes ou qui, je pense, vont émerger. Donc par exemple sur Binance Smart Chain, tu vas avoir PancakeSwap, qui d'ailleurs a pas très bien performé, ça serait pas déconnant de se positionner dessus en ce moment. Qui est l'exchange décentralisé principal, donc qui est sur la Binance Smart Chain. Et ouais, non, ce serait vraiment pas déconnant de se positionner dessus quand tu dézoomes. Ouais, ce serait sympathique. Et d'ailleurs, j'ai même une vidéo sur la chaîne qui t'explique comment aller sur PancakeSwap, comment faire des trades et tout ça. Ça pourrait t'intéresser. Bon, ils ont changé l'interface depuis. Je préfère l'interface là. Il y a quasiment tout le monde en ce moment dans la DeFi qui est en train de passer vers des interfaces comme ça, qui ressemblent de plus en plus à ce qui se fait sur Uniswap. Ça, c'est une petite digression, mais j'aime beaucoup SpiritSwap. Et je sais qu'ils sont en train de faire quelque chose pour passer sur quelque chose qui va plutôt ressembler à Uniswap en termes d'interface. Pour le moment, ils ont ça comme interface qui ressemble beaucoup à ce qu'il y avait sur PancakeSwap avant. D'ailleurs, c'était basé là-dessus, c'était un fork. Là où tu vas avoir l'échange et tout ça qui va ressembler à quelque chose comme ça. Mais je sais qu'ils sont en train de faire quelque chose qui se développe un petit peu plus et qui va ressembler un petit peu plus à ce que SpookySwap a déjà fait. On est sur la blockchain Phantom, au cas où tu te poses la question, et qui va ressembler plutôt à un échange comme ça, très sobre, très simple, très pratique. Moi j'adore, je suis vraiment un grand fan. Ça ressemble beaucoup à ce qui se fait déjà sur Uniswap, là où tu peux avoir toute ton interface qui est vraiment très sobre, très facile à comprendre. Voilà, c'est ici, tu as tout qui est affiché, tu peux voir directement, je trouve, c'est très bien fait. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc du coup, il y a quoi comme token à farmer? Il y en a pas mal les fermes en ce moment. Mais je te propose quand même d'aller, pour limiter les risques, de miser quand même sur des fermes qui sont assez grandes. Du coup, là, je pense à ça. Il y avait BurgerSwap à l'époque. Je me suis pas trop renseigné sur ce qu'ils ont fait. Depuis, mais ça me paraît peut-être pas si déconnant que ça. C'était le deuxième sur Binance Smart Chain, du coup ça peut-être ne pas être déconnant, surtout quand tu regardes le prix en ce moment, ça peut être intéressant de se positionner là-dessus. Et après sur d'autres blockchains, tu vas par exemple avoir Trader Joe qui est sur Avalanche, qui peut être un play assez intéressant. Tu peux également avoir SpiritSwap et SpookySwap sur Phantom qui sont des plays intéressants. Et après, je t'avoue, je m'intéresse pas plus que ça aux autres blockchains, du coup, je vais pas pouvoir te donner de référence. Tu vois, par exemple, SpiritSwap, ça me paraît être pas déconnant de rentrer dessus en ce moment, parce qu'on a des prix vraiment qui sont redevenus très bas, quasiment ce qu'on avait en août. Du coup, ça peut être intéressant. Et SpookySwap, pareil, qui s'est bien positionné et qui a des prix qui sont quand même pas mal redescendus depuis pas si longtemps que ça. Du coup, ça peut être intéressant de se positionner dessus. On a deux courbes qui sont vraiment quasiment semblables entre Spooky et Spirit. Voilà. Là-dessus, évidemment, tu peux venir, je sais pas, tu peux, même si tu as 100 balles, tu viens avec 100 balles et puis tu peux obtenir des jetons bout et tu peux farmer, tu peux faire du farming. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne qui t'explique comment faire du farming là-dessus, du coup, ça peut être plutôt intéressant. Ok. Évidemment, tu peux rentrer dessus avec quasiment n'importe quel type de capital, il n'y a pas de restriction là-dessus. Sauf, je t'invite quand même, si tu as un gros capital, à réfléchir. Parce que si tu débarques en fait en fonction de là où tu vas débarquer, tu vas avoir des prix plus ou moins intéressants. Par exemple, allons sur SpookySwap, je sais pas, par exemple si tu as 100 000, ça va encore, c'est pas 150 000 ça va, c'est pas déconnant. Mais quand tu commences à avoir des grosses sommes, par exemple si tu as 100 000, si tu veux, tu vas avoir un slippage de 0,57. Tu peux te le permettre, c'est vraiment pas déconnant. Par contre, si tu viens avec 1,5 million en fantôme par exemple, là tu vas avoir un slippage de 5% et tu vois très bien que ça vaut pas le coup de faire un swap à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas assez de liquidité en fait pour éponger la thune que tu as. Bref, c'est un problème de riche ça. Ouais. Je suis pas encore là, rassure-toi, je sais juste que ça existe et du coup je te préviens si tu es dans ce cas-là. Voilà. Du coup, méfie-toi, c'est pour ça que je recommande pas trop en fonction de ton capital de te méfier des trucs comme ça parce que parfois il n'y a pas assez de liquidité pour entrer, pour sortir, ça devient super inefficace, les gens enlèvent leur liquidité parce que le prix se casse la gueule et en fait t'es bloqué dans une position et je voudrais vraiment pas que ça t'arrive quoi. Voilà. En termes de risk-reward, évidemment ça va dépendre de ce que tu vas viser. Si tu vas viser un DEX qui est plutôt bien positionné, par exemple un PancakeSwap, en termes de risque on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel non plus. Si tu vas viser un Uniswap, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel en termes de risque. Par contre, si tu vas viser des choses déjà un petit peu plus cachées, plus petites, comme par exemple Spooky, SpiritSwap et il y a encore des trucs plus petits, là tu vas te rapprocher plutôt des risques élevés, voire dégénérés.
Mais c'est très bien d'être un dégénéré sur les bords, franchement, c'est plutôt sympathique, mais ça dépend toujours des risques que tu as envie de prendre. Voilà. Alors ensuite, un autre truc, donc ça par contre, ça va plutôt être pour du gros capital, du coup on va le laisser pour la fin. Je sais que ça intéresse un petit peu moins de monde. On va regarder, ça peut être très très intéressant pour toi, les forks de Home. Alors je sais pas si tu connais Home, peut-être que tu connais pas. On va aller sur CoinGecko et on va aller checker ça tout de suite. Home, ce sont des jetons élastiques, c'est Olympus DAO. Je ferai une vidéo d'ailleurs dédiée hein, sur les jetons élastiques parce que franchement mec, il y a énormément de choses à dire là-dessus et c'est un concept totalement génial. Là tout de suite, je pourrais pas t'expliquer 100% à comment ça fonctionne, je peux juste te donner l'idée de base. Concrètement, comment ça fonctionne? Olympus DAO, c'est un jeton sur lequel tu vas venir investir hein, et tu vas venir le stacker ton jeton. Et en stackant ton jeton, tu vas générer des intérêts tous les jours. Ces intérêts-là, en fait, c'est pas des intérêts que tu vas générer parce que tout le monde... Enfin, ces intérêts-là, si tu veux, ils sont proportionnels à ta position. C'est-à-dire que à ce rebase-là, parce qu'on appelle ça un rebase, à chaque fois qu'il y a donc des intérêts qui tombent, eh bien, tu vas avoir, je sais pas, par exemple, tu vas avoir... On va sortir le whiteboard. Vas-y, c'est beaucoup plus simple de t'expliquer comme ça. Web whiteboard, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le fameux whiteboard que j'adore utiliser mais que j'utilise très très rarement? Oui, c'est celui-là. Du coup, on va avoir... Est-ce qu'on peut même avoir un diagramme? Non, je veux un diagramme, je veux un cercle. Je veux un cercle, est-ce que je peux tracer un cercle? Mais oui. Oui, regarde, ça c'est de la technologie. Du coup, on va regarder un exemple juste pour t'expliquer vite fait à quoi ça correspond. Donc du coup, ça c'est à t égale à 0. Voilà. Et ça c'est t est égal à 1. J'imagine que tu peux sélectionner, tu peux me copier-coller. Ça c'est de la technologie. Les gars, utilisez des whiteboards, c'est parfait pour la vie. Du coup, toi t'es dans ce cas-là, toi tu rentres, et toi tu as une position... non, on va faire beaucoup plus simple. À t égale 0, on va dire qu'il y a 100 jetons. Ok. Et à t égale 1, on va dire qu'on a un rebase et donc qu'on a 110 jetons. On a un rebase qui rajoute 10%. Ok, tout va bien. Ici, donc, toi, tu as une position. Donc, à t égale 0, ta position, elle vaut 25%. Ok, 5%, c'est plutôt ça. Tu as une position qui vaut 25%. Ok, ça, c'est toi. Et de l'autre côté, il y a tous les autres gens. Ils sont là et ils ont une position, elle vaut 75%. Quand il va y avoir un rebase, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toujours avoir tes 25%. Donc tu vas toujours être là, tac, 25%. Mais tes 25%, ce sera plus 25% de 100, mais ce sera 25% de 110. Et oui, du coup, tu vas gagner, tu vas avoir plus... une quantité supérieure de jetons, mais tu auras toujours le même pourcentage par rapport aux jetons totaux. Voilà, un petit peu compliqué à comprendre, il faut s'amuser un petit peu avec pour voir l'intérêt. Et des rebases comme ça, il peut y en avoir tout plein. Tu vas avoir le rebase t égale à 2, et là tu vas avoir 121. Et oui, parce qu'on a plus 10% à chaque rebase, donc 10% de 110, ça va faire plus 11. Voilà. Bref, il y a pas mal de jetons qui sont basés sur le principe là et qui sont des forks de Home. Home, ça va être le principal, c'est Olympus DAO, il existe, il est sur Ethereum. Et évidemment, comme pour toute chose qui est sur Ethereum, il a des problèmes fondamentaux totalement énormes. C'est que si tu viens avec 200 balles, il te faut déjà, je sais pas combien de thunes juste pour t'amuser à stacker. Et du coup, ça vaut absolument pas le coup pour quelqu'un qui vient avec des petits portfolios. Mais par contre, il y a des mecs qui se sont dit, écoute, on va avoir quelque chose par exemple qui s'appelle Time. Time qui a été créé... oh putain, il a perdu pas mal de positions. Qu'est-ce qui s'est passé, Time? Time, donc de Wonderland, qui a été créé par Daniel Sesta, c'est le mec qui a inventé Spell. Et ça, par exemple, ce jeton-là, faut regarder le cours, pas la capitalisation, voilà, faut regarder le cours. Et par exemple, ce jeton-là, c'est un fork de Home. Il y a aussi Spartacus Finance, ça c'est une position que je trouve très très intéressante. Spartacus Finance aussi qui a un fork de Home, mais Spartacus Finance il a une spécificité, c'est tout simplement qu'il essaye de récupérer en fait le concept de Spell avec les interest bearing tokens et tout ça. Je vais pas rentrer en détail là-dessus, si ça t'intéresse tu me le dis en commentaire, je ferai peut-être une vidéo sur Spartacus, je pense que c'est un projet très intéressant
à mon avis, il est au bout du gouffre là, c'est vraiment pas déconnant d'investir là-dedans. Surtout qu'on peut voir que les fondamentaux sont clairement là, avec Spartacus Finance et avec Spartacadabra, qui permet d'avoir le même système que le spell, donc qui permet d'emprunter en fait. En fait, tu vas venir poser tes jetons SPA, qui sont stackés, qui sont wrapped plus stackés. J'ai l'impression que je parle chinois, ça sert à rien que je t'explique pas là maintenant tout de suite. La vidéo est déjà bien assez longue, je ferai une vidéo dédiée. Ne t'inquiète pas. Bref, les forks de home qui peuvent être intéressants. Il y en a beaucoup, c'est des arnaques complètes. Méfie-toi, intéresse-toi à l'équipe, regarde vraiment ce qu'ils font. C'est pour ça qu'en termes de risk-reward, on pourrait même mettre carrément dégénéré. Hein. On pourrait même mettre carrément dégénéré. Voilà. C'est un petit peu comme s'il y avait des gens qui essayaient de reprendre exactement ce qui est en train de se passer avec Ether. Et qui essayaient de faire des trucs basés sur Ether pour concurrencer Ether. C'est exactement pareil. Sauf que là, ils le font sur d'autres blockchains et du coup, c'est plus efficace. Donc, ça peut être plus intéressant. Voilà. Ensuite, se positionner sur les blockchains émergentes. Ok, 2 secondes, petit café. Voilà, donc se positionner sur les blockchains émergentes, ouais, ça peut être très intéressant. Je t'en ai déjà parlé, hein. Globalement, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois moi? Bah, évidemment, hein, c'est Phantom, j'en ai déjà parlé. C'est Tezos, là maintenant, vu qu'ils ont parlé un petit peu des NFT avec Ubisoft qui a tapé une sacrée annonce quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a... Loopring, j'ai jamais trop recherché. Il me semble que c'est une blockchain à smart contract aussi. Jamais trop recherché. On a Kusama qui peut être intéressant à se positionner dessus. On va avoir quoi d'autre? Stacks qui est très très intéressant à se positionner dessus. L'objectif de Stacks, c'est de ramener des smart contracts au Bitcoin. Projet extrêmement intéressant. C'est une blockchain pseudo alternative, c'est plus compliqué que ça. Et ça mériterait sa propre vidéo, là je lui fais pas du tout justice en parlant de ça comme ça. Mais Stacks, globalement, ce qu'ils essayent de faire, c'est de permettre à Bitcoin d'avoir un système qui fonctionne exactement comme Ethereum et donc de permettre d'avoir des smart contracts. Grâce à Stacks, il y a déjà des NFT qui existent sur Bitcoin. Ouais, c'est une dinguerie, ils font des trucs vraiment ouf. Et franchement, ça me paraît pas du tout déconnant comme investissement à l'heure actuelle. En plus, tu peux le stacker, tu peux stacker le Stacks. Oh là là, elle est pas belle la vie. Voilà. C'est, je crois que c'est en proof of stake si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas assez renseigné pour te parler de ça. Là maintenant tout de suite, Harmony One qui se positionne un petit peu comme Phantom, aussi des blockchains là où il y a quasiment pas de frais de transaction et qui sont très très rapides. Et après le reste, je t'avoue, je connais pas plus que ça. Mais ça peut être intéressant, voilà. Ok, donc ça c'est pour se positionner sur les blockchains émergentes. Je pense que ça peut être intéressant. Après, évidemment, sur des positions un petit peu moins risquées. Enfin, moins risquées, je ne sais pas si c'est moins risqué ou pas. Mais sur des positions plus grosses, en tout cas, bah, évidemment, tu peux continuer à te positionner sur un Avalanche, sur un Terra, sur un Solana. Pas sur un Cardano, s'il te plaît, ne va pas sur Cardano. Et te positionner là-dessus, ça peut être intéressant aussi, en fonction de la croissance qu'ils peuvent avoir par rapport à Ethereum. Ensuite, on a le farming de stablecoin. Alors ça, il faut déjà que tu aies un minimum de budget. Hein. Encore que, en vrai, tu peux rentrer dedans. C'est toujours pareil. Il y a toujours énormément de nuances dans la crypto et il n'y a jamais un truc qui est vrai ou qui est pas vrai. Alors du coup, on va regarder donc le farming de stablecoin. Concrètement, tu peux rentrer dessus avec 20 balles. Mais c'est pas rentable de rentrer dessus avec 20 balles parce que tu vas pas avoir des intérêts de ouf. L'objectif quand tu vas faire du farming de stablecoin, c'est tout simplement de prendre deux stablecoins, de permettre d'avoir de la liquidité donc dans la pool, et en faisant ça, bah, tu vas être rémunéré. En général, en fonction des blockchains, tu vas pouvoir taper entre 10 et 20% de rémunération donc par an, donc APR, sur tes stablecoins. Rien d'extrêmement ouf, mais c'est quand même plutôt sympathique, parce qu'en faisant ça, en fait, tu réduis les risques, mais à fond. Concrètement, le seul risque que tu prends, c'est de miser sur un stablecoin. Si le stablecoin perd son peg, là, t'as un petit peu baisé, mais concrètement, c'est quasiment pas arrivé, quoi. Et quand ça perd son peg, ça descend très très peu. Le pire qu'on a eu, c'est un 0,98, tu vois, et c'était vraiment une vague. Enfin, il y a des trucs 20 fois pires. Ça fait des années que ça tient le peg et il n'y a pas plus de problème que ça, si tu vois ce que je veux dire. Pareil au niveau du DAI et tout ça. Encore une fois, là, il faudrait que tu t'amuses à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des stablecoins, lesquels sont les plus sûrs, lesquels sont les moins sûrs. Par exemple, Tether, il y a pas mal de FUD qui tournent autour en ce moment. Du coup, je ne pourrais pas trop te dire. En vrai, je me suis pas assez renseigné dessus. Mais je sais qu'il y a pas mal de FUD qui tournent autour avec Evergrande et tout ça. Bref, c'est le premier. Hein.
Tether, clairement, c'est le premier. Il y a eu une folie là, en 2018, quand ça s'est vraiment emballé. Mais sinon, globalement, c'est assez stable. Malgré les folies qu'on a eues. Comme là, tu peux voir, on a eu un volume totalement énorme. C'était quand? C'était novembre, il n'y a pas longtemps là. Là où on a eu des liquidations à rebours. Bah, comme tu as pu le voir, ça a tenu le paye. Du coup, c'est pas si déconnant que ça. Voilà. Voilà pour les différentes positions. Après, c'est à toi de t'intéresser aux différents jetons. Et si tu veux t'amuser à faire ça, bah, par exemple, il y a le MAI aussi qui existe, mais qui est beaucoup plus petit. Il y en a tellement des stablecoins, si tu veux. Il y a l'UST qui est en train de se développer, donc c'est le Terra, c'est basé sur le Terra. Il y a quoi? Il y a le Lambda maintenant, je sais pas si... ceux que je t'avais parlé tout à l'heure, Lambda, je sais pas si c'est eux ou pas. Non, c'est pas eux. Mais en tout cas, il y a un jeton Lambda qui va exister, qui est celui de Spartacus Finance. Il y a tellement de stablecoins, maintenant la tech est à peu près rodée. Du coup, ça existe. Mais c'est pas exclu qu'ils perdent leur peg pour X ou Y raison. C'est pas du tout exclu. Voilà. Du coup, tu fais ça et tu fais une paire, par exemple, entre de l'UST et de l'USDC ou je ne sais quelle autre paire. Et tu vas sur Curve Finance. Et là-bas, tu provides ta paire pour donner de la liquidité à la paire. Et du coup, les gens peuvent faire des échanges en utilisant ton argent. Et toi, tu prends des particules de cet argent à chaque fois qu'il y a des transactions. Et du coup, tu génères des fonds. C'est quasiment sans risque, tout simplement, parce que tu mises sur des stablecoins, et les stablecoins sont adossés au dollar, à l'euro, ou je ne sais quelle autre monnaie qui existe, et du coup, eh bien, tu réduis largement les risques. Mais évidemment, quand tu réduis les risques, bah, tu réduis également les rewards, et c'est pour ça que, en général, tu vas plutôt te taper du 10% d'intérêt. Encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend du capital. Si je sais pas, si t'as des millions à placer, bah, ça peut être intéressant de se positionner là-dessus. Voilà, c'est vraiment pas déconnant de générer 10 à 20% en faisant absolument rien. Si tu as des millions et en prenant quasiment aucun risque, c'est vraiment pas déconnant de faire ça. Voilà. Et du coup, on a terminé pour cette vidéo. Je crois que c'est ma vidéo la plus longue. On est à combien ? On est à 37 minutes. J'ai parlé peut-être un petit peu beaucoup. Tu me diras dans les commentaires en tout cas ce que t'en penses. J'espère que ça t'a été utile. En tout cas, je vais bien évidemment m'amuser à mettre les timecodes dans la description, histoire que tu puisses regarder qu'est-ce qui t'intéresse pas, et en fonction de ça, faire tes propres choix. Je te remercie de ton attention et je te dis à plus. Ciao.